beaucoup. Alors, bienvenue pour la dernière table ronde de la journée que j'ai l'immense plaisir et honneur d'animer en compagnie de nos deux invités. D'abord, à ma droite, Fawzia Zouari, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'après-midi, puisque vous avez déjà participé à une table ronde tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes essayiste, vous êtes romancière, vous êtes aussi journaliste, vous écrivez notamment à Jeune Afrique, et puis vous avez à votre actif une vingtaine de romans et d'essais, dont celui-ci que je vous recommande fortement, Le corps de ma mère, et le dernier, c'est Par le fil, je t'ai cousu, paru en 2022. Et à ma gauche, Ken Bougoul. Vous êtes écrivain, évidemment, mais avant d'être écrivain, vous avez eu un long parcours, une grande carrière de fonctionnaire international, notamment pour une ONG chargée de développement et de planification familiale, ce qui vous a conduit à sillonner plusieurs pays d'Afrique. Et vous avez, vous, à votre actif, plus d'une dizaine de romans, dont le premier en 1982, Le Baobab fou, et une autobiographie romancée. Et puis, vous avez aussi publié ce livre que j'aime beaucoup, Rue Félix Faure. Voilà, j'en cite un, mais il y en a beaucoup. Alors, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'émancipation au féminin. Et puisque c'est de ce terme dont il s'agit, je vous propose de commencer par essayer de le définir. Que veut dire émancipation ? Est-ce que ça veut dire autonomie ? Ça veut dire la capacité pour une femme à se prendre en charge ? Est-ce que ça veut dire indépendance, c'est-à-dire devenir soi en larguant les amarres et en prenant le large ? Est-ce que ça veut dire aussi affranchissement ? Parce que souvent on considère qu'une femme émancipée, c'est une femme qui s'est détachée de tous les liens culturels, religieux, ethniques aussi parfois. Donc pour vous, votre définition d'émancipation, elle se rapprocherait plutôt duquel de ces termes ? Fawzia, peut-être pour commencer ? Alors, si je reprends le titre, c'est l'émancipation au féminin. Moi, je voudrais d'abord parler de deux émancipations. D'abord, l'émancipation au masculin, parce que je crois qu'elle est fondamentale pour une véritable émancipation des femmes. Il faut absolument commencer par les hommes pour leur expliquer ce qu'est une femme. Parfois, ils ne le savent pas. Quels sont les droits qui lui reviennent et qu'on ne peut plus concevoir la modernité, une société de progrès, sans que les femmes y soient présentes. Deuxième émancipation, c'est émanciper l'Afrique de l'idée que ses richesses, c'est le cobalt, le gaz, le pétrole, que ces richesses, ce sont les femmes. Et que demain, elle pourra véritablement avancer et assurer ce progrès dont je parlais par les femmes, par leur façon de voir le monde. Pour le reste, émanciper, bien sûr, on peut émanciper, les femmes peuvent penser à l'émancipation, bien entendu économique, hein, c'est pas mon rayon, mais on peut émanciper les femmes on peut émanciper d'abord la mentalité des femmes elles-mêmes. On peut émanciper de tous les préjugés qui nous entourent. On peut émanciper nos sociétés arabes des Sherazades et toutes les mille et nuits qu'il faut absolument. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pour en finir avec Sherazade, qui sont en train de poursuivre et de relayer cette idée des femmes courtisanes. Il faut les émanciper de façon à ce qu'elles parlent le jour et non plus la nuit, et qu'elles parlent non pas pour amuser le genre masculin, mais pour parler et dire elles-mêmes « je ». Et c'est une forme d'émancipation que de dire « je ». Parce que vous savez, les femmes, en tout cas dans les sociétés arabo-musulmanes, c'est le secret, c'est la tribu, c'est ce qu'on cache, c'est ce qu'on voile. Et à partir du moment où une femme se lève et dit « je », c'est-à-dire, je vais impliquer le clan, je implique la tribu et je parle de mon corps. Et le grand scandale est justement celui-là. Et je parlerai tout à l'heure des autres émancipations, peut-être. Mais justement, vous pensez qu'on en a fini avec Sherazade ? Parce que c'est des déconstructions qu'on appelle de nos voeux depuis très longtemps. Enfin, quand je dis nos voeux, c'est les écrivains, les intellectuels. Est-ce qu'on y arrive ou est-ce que c'est encore compliqué ? Je ne pense pas, justement. J'ai bien peur qu'on soit dans une forme de recul par rapport à cette question. D'abord, il y a un acteur suprême, en quelque sorte, qui fait en sorte d'activer l'idée de Sherazade et les mille et nuits, c'est l'Occident. Il ne faut pas oublier que l'homme occidental aussi a pour idéal encore l'éternel féminin et donc une forme de Sherazade. Ce n'est pas pour rien que les Blancs, pour user d'un mot qu'on utilise depuis tout à l'heure, partent souvent dans des pays où les femmes sont jeunes, accessibles, soumises, et donc ils réitèrent en quelque sorte ce modèle
de la femme objet, de la femme courtisane. Et malheureusement, nous avons aussi une jeunesse, moi je le vois dans nos pays, et même en Europe, qui se conforme à ce modèle. Celui de se dire, ben, en fin de compte, moi je veux un mari qui puisse me prendre en charge, qui puisse faire en sorte de m'assurer ma pédicure, mon sac Chanel, etc. Et puis c'est tout. Et ça, ce sont des modèles malheureusement qu'on trouve dans les jeunes. Et pour leur dire que ce n'est pas ça, en fait, ce qu'on veut, et que l'émancipation n'est pas celle d'être dans une zone de confort, mais justement de passer à une zone qui est autre, où on est en partage avec les hommes, où on est dans une sorte de conflit, mais conflit amoureux, pas du tout un conflit destructeur. Donc oui, il faut absolument redire qu'il faut assassiner Sherazade. C'est le genre de meurtre symbolique qui nous libérera de la condition de courtisane dans laquelle nous nous sommes complus pendant des siècles. Ken, la même question. Votre définition de l'émancipation, pour vous, en quoi elle consiste ? De quel terme? L'indépendance, l'autonomie ou l'affranchissement? Duquel de ces termes vous sentez-vous le plus proche dans votre définition à vous? À moi? Oui, le micro. Je suis un peu fatiguée, j'étais avec 200 lycéens là. J'ai parlé. Photo. Je suis un peu vidée. Et en tout cas, je dis toujours en ce qui me concerne. Je ne suis plus dans toutes ces catégories-là. Je suis autonome, je suis émancipée, je suis affranchie, j'ai pas faim, j'ai pas soif, je dois rien à personne et je fais ce que je veux. Et je dis ce que je veux, c'est très important. Et avec je, comme elle le disait tout à l'heure, avoir le courage du je. Je le dis au Sénégal, de toute ma vie, un homme ne s'est pas réveillé et m'a donné l'argent pour faire les courses. Chez nous, on appelle ça la dépense journalière. Jamais, de toute ma vie. Donc, vraiment, tranquillos. Donc, quand maintenant, je dis, on n'en est même plus, enfin, pour certains pays, et en Afrique subsaharienne, où j'ai beaucoup vécu, beaucoup voyagé, j'étais récemment au Bénin, un pays où j'ai habité pendant 16 ans, et j'étais en décembre pour des raisons familiales, parce que j'avais épousé un Béninois, et pour un salon du livre national au Bénin. Le président de la République a fait ériger l'une des plus grandes statues représentant quelqu'un. Ce n'est plus le Bénin qui était un pays marxiste-léniniste, où il y avait des Lénines et des Staline à l'époque, c'est pas aussi grand. Et cette statue, ça représente une Amazone. C'est une femme géante, énorme, puissante, forte. Vraiment, ça, il faut chercher ça sur Internet. C'est l'actuel président du Bénin qui l'a fait ériger en hommage à l'apport fondamental des femmes béninoises dans le développement économique du Bénin. Parce qu'au Bénin, ce sont les femmes qui sont milliardaires. Ce sont les femmes qui ont l'argent. Ce sont des femmes qui ne cherchent pas à séduire un homme. Ce sont les hommes qui se font beaux, se parfument avec un parfum tellement fort pour attirer l'attention sur eux. On y va toutes demain, hein, Ken. Donc, maintenant, dans certains pays, hein, et comme le disait tout à l'heure Fauzia, on parle de Sherazade, souvent quand je vais dans les pays occidentaux, je dis les histoires de contes de fées qu'on raconte tout le temps aux enfants. La belle au bois dormant, le prince charmant sur son cheval, machin, et toutes les petites filles. Il faut casser ces contes-là. C'est nul comme tout, parce que ça ne sert à rien de mettre dans la tête des enfants ces histoires de contes de fées. Maintenant, pour ce qui est, il y a des acquis, parce que les femmes se battent depuis le 19e siècle. On ne va pas dire qu'il n'y a pas d'acquis. Il y a beaucoup d'acquis. Le problème, c'est qu'il faut rester vigilant, parce qu'il y a toujours des contre-courants. Quand
des acquis. Les femmes ont obtenu des acquis et de plus en plus d'acquis, accès à l'éducation, accès à beaucoup de choses, autonomes, les 3V, comme on en parlait au déjeuner. Elles ont villa, voiture, carte Visa, déjà en poche, avant même de s'engager dans une relation. Mais les contre-courants qui ont tendance à les objetiser, et ça c'est des sociétés capitalistes avec un certain matérialisme, les objectifs. Vous êtes émancipés, donc vous pouvez vous habiller comme ça, donc en s'habillant comme ça, elle s'objectise, comme je dis à ma fille, elle a 35 ans, elle met des fossiles qui peuvent balayer toute cette maison, tellement... c'est ça que je lui dis, mais ça ne te va. Elle dit, maman, c'est la mode. Je dis, mais à quoi tu ressembles? Toi, tu es belle comme tout, tu es tellement jolie et tu mets des fossiles, on peut balayer toute la cour de la maison. Elle dit, non, c'est ce qui est à la mode, c'est ce qui plaît. Je dis, à qui? Elle dit, mais quand je sors. Je dis, c'est pourquoi? Donc, pour dire que on voit tout d'un coup une nouvelle génération qui s'objectise, tout en revendiquant de faire des études, d'aller à l'université, etc. Et moi, je dis, ce que nous revendiquons aujourd'hui au Sénégal, c'est le leadership politique. Ça, c'est ça. Les mouvements des femmes du Sénégal, c'est le leadership politique, des mairies jusqu'à être chef d'État. Mais, de mon côté, ce qui reste encore chez certaines, surtout en Afrique subsaharienne, la dernière fois, on était à Saint-Louis, je crois, Amal était là-bas et d'autres, Elgas. Un homme qu'on appelle Monsieur Elgas, mais c'est Mademoiselle Elgas, parce que c'est un homme qui est dans les combats des femmes. Et je disais que ce qui nous reste, pour vraiment n'avoir plus à nous préoccuper et être dans cette vigilance, c'est de prendre un marteau. Chaque femme prend un marteau, se fracasse la tête. Quelque part, il y a un petit homme qui est dedans. Il faut l'arracher, le jeter et refermer la tête. Et quand on arrivera là, on aura réglé tous les problèmes. C'est une méthode un peu radicale, mais elle a son charme. Alors finalement, puisqu'on essaie toujours d'abord dans un premier temps de définir les contours de l'émancipation. Donc finalement, à quoi on reconnaît une femme émancipée? Parce que vous avez beaucoup parlé de l'économique, du fait de pouvoir s'assumer, et c'est ça qui permet de s'affranchir. À quoi reconnaît-on une femme émancipée? Et l'émancipation conduit-elle nécessairement à la liberté? Parce qu'on peut être émancipé économiquement et puis vivre sous des jougs qui sont symboliques ou réels, qui ne permettent pas une réelle liberté. Donc l'émancipation est-elle obligatoirement pour résultat la liberté pour les femmes? La liberté, l'autonomie, c'est que l'autonomie économique, par expérience, par observation, par constat, conduit toujours à la liberté. Parce que tant qu'on tient les cordons de la bourse, je vous ai dit, je prends toujours ces femmes, les Nana Benz, les Mama Benz, on devrait beaucoup travailler sur ces femmes-là. Il y a des reportages, mais il n'y a pas encore, on ne s'est pas emparé dans la littérature ou le théâtre quoi, sur ces femmes milliardaires. Il faut rapprocher de nous. Et par exemple, avec ces femmes économiquement puissantes, libérées, émancipées, libres, qui ne cherchent pas forcément un homme, et quand un homme essaie d'attirer leur attention, si elles daignent lever la tête de leur compte et de leur argent et de leur commande de marchandises, elles essaient d'évaluer s'il peut être le père de des enfants qu'elle aurait désirés. Et si ça se fait qu'il est assez solide pour aller faire ses courses et qu'il a le permis de conduire pour conduire sa Lexus ou sa Mercedes, elles ne diront jamais au Bénin, mon mari, ça n'existe pas au Bénin. On dit le père de mes enfants. Il n'y a pas mon mari, on dit le père de mes enfants. Et l'homme, il est obligé, parce que c'est la femme qui tient l'argent, lui il conduit la voiture, il dit la mère de mes enfants. Donc un homme marié aux enfants souvent s'appelle Baba Marietou, Baba Hana et Maman Yasmina. Moi, si on dit Madame quelque chose, les gens ne connaissent pas. Mais si on dit Maman Yasmina, c'est des petits détails comme ça, mais qui comptent, qui montrent, parce que mon épouse,
cette possessivité. On dit ma compagne, la mère de mes enfants, même la femme de ma vie, c'est plus romantique. Mais mon épouse, comme si on l'avait acheté au souk. Donc il y a ces petits détails encore qui restent. Mais ce que moi j'ai vu dans la puissance des femmes, la puissance économique des femmes en Afrique subsaharienne, cette puissance économique va avec une liberté totale. Même question, Faouzia Zouhari. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec l'importance du volet économique et est-ce que l'émancipation conduit nécessairement à la liberté? Il marche plus. Faut pas nous mettre en ça marche aussi. Oui, d'abord, je vais peut-être reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Pendant des années, je ne me suis pas du tout définie comme féministe. J'avais horreur de ce mot-là. Et je faisais un tas de choses en disant, en écrivant même, qu'il ne faut pas que le féminisme fasse l'impasse sur le féminin et qu'il fallait absolument que les femmes ne deviennent pas des hommes comme les autres. J'aurais bien voulu continuer comme ça, sauf que le recul actuel, il y a bien un recul de la condition des femmes dans le monde arabo-musulman et dans le monde tout court, a fait en sorte que je réfléchisse un peu plus à ça et que je m'engage un peu plus. Il y a quelque temps, j'étais à Tunis et il y avait un débat. Il y avait Nancy Houston et on lui avait posé la question si elle était féministe et elle a dit non, en quelque sorte. C'était quelque chose qui l'embêtait. Et je lui ai dit que vraiment c'était un luxe de ne plus se dire féministe aujourd'hui, que nous, dans nos pays, il fallait absolument qu'on le soit. Et être féministe, c'est-à-dire être vigilant sur ce qui se passe actuellement, mais aussi être vigilant, par exemple, l'histoire des contes. Être vigilant, c'est travailler sur les choses. Travailler sur les choses, les contes dont tu parlais, par exemple, Blanche-Neige et tout ça, il y a tout un travail actuellement, je ne sais pas si vous êtes au courant, qui est d'inverser les contes. C'est sous forme de livres, c'est sous forme de spectacles, où Blanche-Neige et les autres, eh bien, en fait, ce sont plus elles qui attendent le prince, ce sont plus elles, mais ce sont elles qui ont le beau rôle là-dedans. Le travail de militantisme est là-dedans. Il nous est d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'il faut savoir et dire encore que nous reculons. Moi, je l'ai vu dans la société tunisienne depuis la révolution, la fameuse révolution, à quel point nous avons reculé, à quel point nous avons maintenant des débats d'arrière-garde. Nous, les Tunisiennes, les filles de Bourguiba, on se disait, c'est terminé la polygamie, c'est terminé le tutorat. Et voilà que quand les islamistes arrivent, la première chose qui se discute à l'Assemblée nationale, doit-on, oui ou non, retour aux polygamies, rétablir le tutorat, interdire ou non l'avortement. Donc nous sommes nous avons reculé de 50 ans. Et ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus. Il y a une autre chose pour l'émancipation, et je termine avec ça. Parfois, il faut émanciper les femmes, les émanciper des femmes elles-mêmes. Parce que nous avons un courant de femmes maintenant qui sont dans ce qu'on appelle le féminisme islamique, je ne sais pas quoi, qui sont dans un discours qui se complaît dans la domination masculine. Moi, je sais que j'ai fait un papier, et je me suis fait engueuler d'ailleurs, dans Jeune Afrique, pour attaquer carrément une association de Sénégalaises, de femmes au Sénégal, une association de femmes qui s'intitule l'association pour soutenir la polygamie. Je trouvais quand même ce positionnement de femmes aberrant. Et donc, il faut faire attention des luttes des femmes contre les femmes. On ne le voit pas. Mais c'est une dynamique actuelle dans nos sociétés, les femmes qui acceptent d'être dominées, les femmes qui acceptent d'être prises en charge économiquement. Et dernière chose, puisqu'on parle de décolonisation et d'émancipation, il ne faut pas croire que quand on est émancipé, eh bien on est décolonisé ou vice-versa. Césaire disait que lui, il était émancipé, mais colonisé. Dans certains pays arabes, ils disent qu'ils sont décolonisés, mais ils ne sont pas émancipés pour autant, en tout cas, pas pour la question féminine. Il y a des questions, il y a des pays, comme les pays du Golfe, où économiquement parlant, les femmes ont de quoi vivre et vivre largement, et qui ne sont pas émancipés. Donc, est-ce que la question économique, est-ce que vraiment c'est la solution
pour les femmes? Est-ce qu'il ne faut pas agir sur les symboles, sur les discours masculins? Est-ce qu'il ne faut pas déconstruire? Bref, est-ce qu'il ne faut pas être tout le temps là pour dire nous sommes là, nous vous regardons et nous avons une voix et nous avons un discours sur le monde et nous débattons avec vous sur tout et peut-être que nous sommes la solution pour le monde. Là, vous soulevez un sujet qui fait beaucoup débat. Vous avez d'abord évoqué le féminisme islamique. Alors, juste pour rebondir, et ensuite je vous donne la parole, Ken, pour continuer. Mais est-ce que vous ne pensez pas, et sans tomber dans les débats sur le relativisme culturel, etc., qui font sens aujourd'hui, est-ce qu'il y a une seule forme de liberté pour les femmes? Et est-ce que, par exemple, dans des pays, on le voit, comme l'Iran, comme l'Afghanistan, où le seul référentiel audible au niveau des décideurs, c'est le référentiel religieux, est-ce que ce n'est pas, quand c'est une stratégie limite de survie aujourd'hui pour certaines femmes dans ces pays, intelligent d'utiliser ce référentiel? Parce que l'objectif du féminisme islamique, c'est pas de justifier la domination masculine, c'est de dire que depuis des siècles, les textes religieux sont interprétés par des hommes et que donc nécessairement il y a un biais patriarcal dans l'interprétation de ces textes et donc elles se les réapproprient pour justifier leur désir de liberté. Est-ce que quand c'est une stratégie, on ne peut pas l'accepter? Et est-ce qu'il y a une seule forme de liberté aujourd'hui que toutes les femmes du monde devraient partager selon vous? Bon, il faut faire attention aux impostures. Pour moi, le féminisme islamique ou islamiste est une imposture. Je ne vais pas rentrer parce que là, il nous faudrait des heures. En fait, cette question s'est posée en 1995, la première fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Pékin. Donc, il y a eu cette grande conférence mondiale sur les féminismes. Et là, pour la première fois, on a vu arriver des femmes qui réfléchissaient sur d'autres modèles de féminisme, en disant, il n'y a pas un féminisme taille unique, il n'y a pas le féminisme occidental, que le féminisme. Il faut chercher. Et donc, c'est là, d'ailleurs, c'est le contexte. Hein. N'oubliez pas que juste avant, il y a eu la révolution iranienne, avec toutes ces femmes dans les rues. L'histoire, ça avance par des images aussi. Et on s'est dit, mais il y a peut-être autre chose. D'où, donc, le féminisme culturaliste, le féminisme islamique et tout ça, ça a commencé à naître à partir de là. Et nous, en Tunisie, ça a commencé à naître avant. Le jour où Bourguiba a voulu serrer la main d'une étudiante à la faculté et elle a retiré sa main. On a su que là, commençait quelque chose qui, hop, allait rejeter tout ce que Bourguiba avait apporté. Alors moi aussi, bien sûr, vous savez, hein, je me suis posé la question. Et donc j'ai commis un livre qui s'appelle « Pour un féminisme méditerranéen », pour chercher la solution, pour dire justement comment rester femme tout en étant féministe. Et donc, j'ai cherché le modèle en Méditerranée, en me disant la Méditerranée, c'est la seule demeure où les femmes sont à la fois reines et sorcières. C'est là où les femmes ont subi de tout, mais c'est là où les femmes ont été des déesses. Et peut-être que là-dedans, on peut trouver des choses. Donc, j'ai essayé. Hein. Après, j'ai avancé, et quand j'ai vu donc ce recul, ce reflux un peu contre le féminisme, j'ai dû un peu plus peut-être m'engager. Et donc là, je suis beaucoup plus dans ce que j'appelle, moi, enfin c'est mon positionnement, non pas du tout le féminisme culturel ou culturaliste, parce que c'est une façon de dire oui à la tradition, et dire oui à la tradition, c'est dire oui à tous les signes qui oppriment ou dominent la femme et qui portent atteinte à l'intégrité de son corps. On peut dire l'excision, c'est la tradition, eh bien on y va. C'est ça qui me fait peur, moi, dans le discours culturaliste. Donc moi, je suis pour un féminisme universel. Universel, ça ne veut pas dire occidental. C'est-à-dire qui lutte d'abord pour les droits et les libertés des femmes, c'est simple. Si les droits et les libertés viennent du côté d'Occident, elles auraient pu venir du côté asiatique ou ailleurs, je m'en fiche. L'essentiel, je prends ce qui est de l'ordre de l'universel. Et donc tous ceux qui disent « Ah, mais tu es ce qu'on appelle le parti de la France, vous êtes ceux qui relayent le modèle occidental ». Non, je ne relaye pas du tout le modèle occidental. Je suis pour un féminisme où toutes les femmes se retrouvent, où tous les droits des femmes sont reconnus, où l'universalité de la justice est chose concrète. Donc voilà, les femmes, on devrait, à mon avis, se situer là, dans cet espace-là.
Ken Bougoul. Non, pourquoi ça marche pas? Ça marche. Ken Bougoul, la même question. Est-ce que ça marche? Oui? J'ai l'impression que ça ne marche plus. Même question sur la notion de féminisme universel et surtout la question de la liberté doit-elle prendre les mêmes formes et s'exprimer de la même façon pour toutes les femmes où qu'elles soient. Mais c'est quoi la liberté? Selon vous, c'est quoi? C'est quoi C'est quoi la liberté? Parfois, il y a quand même des concepts comme ça, parce que vouloir vraiment, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas. Il faut presque philosopher sur le mot liberté. Mais ce que je suis entièrement d'accord avec elle pour ce qui est d'un féminisme universel en termes de droits des femmes partout dans le monde. Et je crois que de plus en plus, dans beaucoup de pays, les femmes sont en train d'acquérir, de bénéficier de ces droits qu'on peut retrouver aussi bien en France, à Dakar ou à Nairobi, ces droits universels. Par exemple, maintenant, je quitte le golfe de Guinée de ces femmes économiquement puissantes pour revenir au Sénégal. Par exemple, au Sénégal, pour ce qui est de la polygamie, c'est une législation votée avec même des femmes qui étaient députées à l'Assemblée pour dire on peut dire on est contre la polygamie, mais il y a des femmes qui sont pour la polygamie. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas avoir un homme avec elles tous les jours. Et ce qui a fait ça, c'est quand les femmes étaient de plus en plus éduquées. Avant, une femme, c'était être infirmière. Ensuite, on dit infirmière, sage-femme d'État. Après, on dit médecin. Il faut aller à l'université. Il faut faire ton doctorat. Elles veulent à l'agrégation. Donc, quand elles finissent tout ça, de construire leur carrière et d'acquérir leur 3V, elles ont presque 40 ans. Et c'est à partir de ce moment, si elles ont envie de faire un enfant, elles se disent, mais il faut que je trouve quelqu'un pour faire un enfant. À partir de ce moment-là, dans le potentiel qu'elles trouvent, il y a des hommes qui ont un certain niveau intellectuel pour un peu discuter du discours de la méthode ou bien des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Elles cherchent quelqu'un qui a déjà été marié, ça les arrange. Parce qu'elles ont leur 3V, elles ont leur villa, leur voiture et leur carte Visa. Donc souvent, c'est l'homme même qui va les trouver chez elles et puis qui retourne, elles, parce qu'elles voyagent, elles ont des conférences, elles ont des séminaires, elles vont dans des conférences sur le féminisme. Donc d'avoir un homme avec qui on dort tous les jours, dans le même lit, toute une vie, alors là, il faut vraiment... C'est pas possible, ça. Et donc, nous avons une partie des femmes qui dit ça, qui dit, nous, on ne veut pas un homme 24 heures sur 24. Donc, comme la législation au Sénégal dit que quand on se marie, c'est une question d'option. On opte pour la monogamie. Mais tant mieux, on signe, c'est monogamie. D'autres qui disent... disons 2 femmes, jusqu'à 2, c'est bon. J'ai une copine agrégée d'odontostomatologie, elle a dit 2, c'est bon. Comme ça, il me laisse un peu de temps là. Et il y a une autre qui dit de s'absenter seulement une seule fois. Il n'a qu'à s'absenter 2 fois, parce qu'il va aller voir l'autre. Comme ça, je le vois moins. Et l'autre qui dit, mais pourquoi pas? Parce que la limite de la législation, de cette disposition, c'est une loi au Sénégal. Le maximum, c'est 4, parce que 98% de la population, ou 95%, sont des musulmans. Et donc, ils ont maximum. Mais c'est option, c'est-à-dire on n'oblige personne. Ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas aussi une institution, la polygamie. Donc, de ce côté-là, mais je ne connaissais pas une association des femmes qui voulait la polygamie. Bon, mais peut-être ça existe certainement. Mais maintenant... ce que je voulais aussi dire à Fauzia, nous avons ma génération de notre temps, parce que nous on est du temps de Bourguiba, c'est-à-dire que les femmes tunisiennes représentaient pour nous, parce qu'à l'époque nous n'avions pas les dispositions juridiques pour les droits des femmes au Sénégal, donc la Tunisie était notre... Vraiment, d'ailleurs au Sénégal jusqu'à aujourd'hui, il y a l'avenue Bourguiba, je crois que c'est l'une des avenues les plus longues de Dakar.
ça quitte la mer jusqu'à Castor, l'avenue Bourguiba. Donc on est les femmes, la Tunisie, les femmes tunisiennes qui avaient accès à l'éducation, l'université, des femmes modernes, etc. C'était presque notre référence à l'époque. Et même j'ai soutenu beaucoup de mouvements féministes tunisiens en disant soyez vigilantes, parce que quand il y a eu la révolution et que tout d'un coup les choses ont vraiment changé en Tunisie, bien que le combat des femmes continue là-bas. Donc cette vigilance est nécessaire. Ce que je voulais aussi dire, au niveau de l'universalité, en termes de droits, les droits humains fondamentaux qui concernent tous les êtres humains, les droits des femmes aussi doivent être respectés dans ce sens-là. Cependant, il ne faut pas aussi qu'on impose, on n'a pas utilisé le mot, que chacune aussi veuille vivre comme elle veut. Si une femme sadomasochiste aime qu'on la batte avant de l'embrasser, mais qu'on la laisse, parce que c'est ça qui lui plaît. Moi, les hommes, je ne les aime pas comme des maris, je les veux comme des amants. Mais c'est ça qui me plaît à moi, Marietou. Moi, j'aime les amants. Je ne veux pas de mari. Donc, on va dire Marietou, à son âge, une vieille femme qui a des amants. Mais parce que les amants, quand on se retrouve, ça repart. Mais être attaché, lié, on est ensemble. Je ne veux pas être ensemble. Amant, ponctuel, terminé. Mais pourquoi on m'empêcherait de le faire? C'est-à-dire qu'il faut aussi... Et puis maintenant, avec tous les mouvements, tout à l'heure, je voulais aller aux toilettes. Bon Dieu, avec ce vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala est mon témoin. Quand je suis arrivée, il y a une porte femme et une porte homme. Je dis oui, mais on a dit qu'on va enlever homme-femme. Où est-ce que je vais aller? Et si je faisais la folle, là, je vais rentrer dans les toilettes des hommes. Tout de suite, là, ici, là, c'est écrit. Alors qu'on est en train de dire qu'on va faire des toilettes non genrées. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Et j'ai là, d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller voir les toilettes des hommes commencer parce que ça me travaille. Et maintenant, nous avons aussi un problème au Sénégal, par contre, qui est très grave. C'est l'homosexualité des femmes et l'avortement. L'avortement, au Sénégal, il y a une réticence à l'avortement. On est en train d'essayer d'accorder l'avortement en cas d'inceste ou de viol. Pour la santé de la mère et de l'enfant, ça, c'est les médecins qui ont avancé pour faire ça. Le dossier est toujours à l'Assemblée, on a ce problème. L'homosexualité, on dit, si on voit deux femmes qui s'embrassent, ça, c'est la police, commissariat, dépôt, etc. Donc, notre combat maintenant, c'est vraiment au niveau de nos orientations sexuelles, de la liberté de disposer entièrement de nos corps, de notre fertilité et de notre fécondité, et de faire un avortement quand on en a envie. Ça, c'est les points sur lesquels nous sommes en train de nous battre pour le moment. Alors, on est loin d'avoir abordé toutes les questions que je voulais aborder avec vous, mais je vous pose une dernière question pour ne pas frustrer le public, parce que je suis sûre qu'ils sont assoiffés de questions. J'aimerais après répondre à Ken pour ce qu'elle vient de dire. Oui, en répondant à la dernière question, pour les regrouper, la deuxième partie de cet entretien avec vous devait être consacrée à votre identité de femme de lettres, parce que vous êtes femme et vous êtes aussi femme de lettres, vous écrivez. Donc, je voulais vous poser la question de la place qu'occupe l'émancipation féminine dans vos récits, au regard de vos parcours personnels, et aussi du regard qui est porté sur vous, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le regard occidental, avec le regard orientalisant, les Scheherazade, etc. Mais il y a aussi une attente de certains sujets quand on est femme du Sud et qu'on écrit. Il y a souvent cette idée que les femmes sont enfermées dans une posture très victimaire et qu'on attend de ces femmes écrivaines qu'elles reviennent tout le temps sur ces mêmes sujets. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez? Et est-ce que dans le milieu littéraire, éditeur compris, c'est des choses qui pèsent encore aujourd'hui dans votre parcours littéraire? Voilà, je suis désolée. J'ai regroupé 4 questions en une, et après on donne la parole au public. Alors, moi je ne suis pas du tout pour les arrangements et les fatwas personnels pour les femmes. Je suis pour la loi. Je suis la fille de Bourguiba. C'est-à-dire que pour que ça avance pour les femmes, il faut des lois.
Le jour où Bourguiba a dit pas de polygamie, il n'était plus question d'être polygame. Parce qu'on peut toujours dire, hein, alors que maintenant, on a aussi des femmes qui sortent à la télévision en Tunisie en disant mais il vaut mieux parce qu'il y a beaucoup de femmes célibataires, c'est mieux de faire ça que l'adultère, enfin tout ça. Mais heureusement, il y a toujours cette loi. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans ce piège de dire mais après tout, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'arranger. Quand même, j'ai même entendu dire ah oui, mais il y a l'excision, mais vous savez, on leur donne des formations sexuelles auparavant pour leur expliquer comment avoir du plaisir malgré tout. Je ne suis pas pour ce que j'ai appelé les fatwas personnels pour s'arranger. Je suis pour sortir de sociétés qui sont malheureusement des sociétés assez hypocrites, dans lesquelles la vie privée et la vie publique ne sont pas les mêmes. Dans les sociétés musulmanes, quand vous êtes sur la place publique, vous donnez l'exemple. Et quand vous êtes dans le privé, vous faites ce que vous voulez. Wa idha asaytum fastatiru. Hein? Si vous commettez un péché, faites-le derrière le voile. Nous continuons là-dedans. Et pour nouer avec la question de l'écriture, moi je me rappelle, une fois j'avais pris un taxi en Tunisie et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « J'écris ». Et il m'a dit « Comment ? Ça va pas ? C'est haram. » Donc j'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Eh ben, je vais te raconter une histoire. » Et il m'a dit un jour, il y a une femme qui a beaucoup péché et qui a appelé l'ange Gabriel et elle lui a dit « Gabriel, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller voir Dieu et lui demander de me pardonner ?» Et donc Gabriel, dans toute sa bonté, est monté vers Dieu et lui a dit « Est-ce que tu peux pardonner à ta créature ?» Et Dieu a dit « Va et dis-lui, je pardonne. » Donc il descend et il voit la femme, « Dieu te pardonne. » Elle dit « Mais non, c'est pas possible, c'est que tu ne connais pas l'ampleur de mes péchés, parce que voilà ce que j'ai fait. » Et donc, elle raconte par le détail l'adultère, l'inceste, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et elle lui dit maintenant, tu remontes et tu demandes à Dieu s'il me pardonne. Donc l'ange Gabriel remonte et dit à Dieu, voilà ce qu'elle a fait, est-ce que tu pardonnes? Et Dieu dit non, tu descends et tu lui dis que je pardonne pas. Et Gabriel dit, mais enfin, il y a un quart d'heure, Dieu, tu m'as dit que tu as pardonné. Et Dieu dit, oui, mais il y a un quart d'heure, il n'y avait qu'elle et moi qui étions dans le secret. Voilà nos sociétés. Tant que les choses ne sont pas dans la vie publique, ce sont là nos marges de liberté. C'est pour ça que moi je dis souvent, et les hommes arabo-musulmans ont peur de ça, les femmes de chez nous n'offrent pas les signes extérieurs de la liberté, mais au fond elles sont libres. Elles sont libres dans ces espaces-là où justement elles exagèrent à faire l'interdit, le péché, par défaut de pouvoir le faire par la loi et dans l'espace public. Et moi, je suis pour dépasser cet état-là et être dans la clarté de la loi et nous donner les droits par la loi, comme il le faut. On peut rester ici longtemps. Moi aussi, je suis vraiment pour la loi. Mais en même temps, je suis quand même pour... Les organisateurs ne vont pas être contents. Je les vois me faire les gros yeux. Ah bon, donc, il ne faut pas rester longtemps pour donner la parole au public. Je voulais dire, par exemple, si j'ai choisi d'avoir des amants plutôt que des maris, c'est parce que souvent, ayant un peu fait le tour du monde, c'est dans les pays où il y a le plus de... c'est la monogamie qui est la loi, c'est le pays où les hommes ont le plus de maîtresses. Et je me suis demandé, mais comment est-ce possible, monogame, l'église, la mairie, dire à sa femme, et être, la plupart du temps, les hommes sont dans le mensonge. On a vu des pays où c'est que la monogamie, un système de bureau, quand je dis bureau, c'est maîtresse, où on a un premier bureau, une maîtresse, deuxième bureau, parce que l'homme ne rentre tard, sa femme qui a mis la table, allumé la bougie, mon chéri à moi, qui est à moi exclusivement, va arriver, on va dîner, et il arrive à 22h. Tu étais où? J'étais au bureau. Mais en fait, qu'il travaillait, mais il était chez la maîtresse, et ça c'est devenu, en Afrique subsaharienne, avoir un bureau, c'est avoir une maîtresse. Donc il y a les premiers bureaux, deuxième bureau, troisième bureau. Il y en a même qui sont ici. Je sais qu'ils ont des bureaux, ils sont en train de se cacher là. Et ça aussi, il y a ce mensonge. Moi, je me rappelle quand j'ai eu des copines dans des ménages monogamiques dont les maris les avaient trompées, elles ont tellement souffert parce qu'elle a dit, mais donc,
J'ai passé 40 ans de ma vie avec cet homme et l'homme avait une maîtresse avec qui il avait fait 7 enfants. Et ça c'est quelque chose qui m'avait tellement profondément fait souffrir. Et je me suis dit, mais en fait, finalement, l'objectif de la femme, c'est quoi son objectif? Est-ce le mariage? Est-ce l'homme, l'objectif de la femme? Parce que quelle que soit la situation avec un homme, une femme va toujours en pâtir. Moi, quand je parle des droits de la femme, ce sont ses droits fondamentaux en tant qu'individu et accessoirement en tant que femme et accessoirement en tant que musulmane, juive ou chrétienne, ou accessoirement même à la limite d'avoir la peau noire, parce que ça aussi, ça joue sur des fantasmes, etc. Donc c'est ça, c'est très compliqué. Je suis d'accord avec Fauzia qu'il faut éviter les arrangements, mais en même temps aussi, il y a les compromis. Il y a quand même une frange de la population. Je sais qu'au Sénégal, on a plus de 100 000 divorces par an, d'après la direction de la statistique, mais il y en a beaucoup plus. Aujourd'hui, au Sénégal, un mariage fait aujourd'hui, sa durée de vie, la moyenne, c'est 6 mois. Au maximum, on se marie, on divorce. En plus, il y a une stratégie que de jeunes femmes ont trouvée pour sortir de la famille, parce que bon, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, etc. Il y a de la place à la maison, tu as ton appartement. Elles se marient pour divorcer le lendemain et aussitôt elles prennent leur bagages et elles vont vivre en appartement. Et les islamistes intégristes sénégalais se plaignent que s'il ne pleut pas, c'est à cause de ces jeunes femmes qui se libèrent de plus en plus. Quand il y a la sécheresse, c'est à cause... Parce que ce mouvement aussi est irréversible et inéluctable. Et de plus en plus, je dis, il y a les acquis. On n'a qu'à y aller, Inch'Allah. C'est en train de venir. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, il y a encore des petits dérèglements et de petits arrangements, mais nous sommes sur la voie, les femmes sont sur la voie de régler tous ces problèmes très très bientôt. Même à la limite, 2 femmes vont avoir 3 maris ou 4 maris, etc. Moi je dis l'avenir appartient aux femmes et les choses vont changer et les choses sont en train de changer. On doit aussi apprécier, ça ne va pas à la vitesse du TGV, mais en même temps c'est en train de se faire. Et on continue l'éducation, la sensibilisation. Les mouvements sont tout le temps au Sénégal, partout en Afrique subsaharienne, en train de travailler sur les droits universels de la femme. Alors, moi, je voudrais poser une question à toutes les deux. Merci de nous avoir servi cette très belle discussion. À Fauzia, je comprends très bien quand vous dites que souvent, quand les gens se plaignent quand on leur demande de réformer leur société de l'extérieur. Des gens qui viennent, qui disent voilà, vous devez arrêter l'excision ou arrêter la polygamie. Je comprends ça parfaitement. Je comprends. Mais je voudrais aussi poser la question aussi à Ken Bougoul. Est-ce que vous avez revisité un peu le matriarcat en Afrique qui peut servir de fondement aussi pour toutes les réformes dont vous parlez. Toutes les réformes, non seulement les réformes dont vous parlez, pour améliorer la condition de la femme, ou en tout cas pour donner du pouvoir à la femme, mais aussi les mêmes choses que Fauzia aussi est en train de réclamer. Donc je pense qu'il faut faire, ce serait bien que vous revisitiez toute l'histoire du matriarcat en Afrique. Ça peut aider et ça peut aussi vous donner un point de jonction tous les deux. Oui, c'est en train de se faire. Merci. Effectivement, bien sûr, en Méditerranée aussi, hein, et en Afrique, le matriarcat est quelque chose d'important. Et quand vous remontez dans l'histoire des Arabes, cette fois-ci, avant l'islam, il y avait un matriarcat très important. Effectivement, il faut revisiter le monde. On a eu une exposition superbe à Rabat il n'y a pas très longtemps, qui a été lancée par un Algérien qui s'appelle Abdelkader Damani, et ça s'appelait Un instant avant le monde. Et il nous a demandé, en tant qu'écrivaine et peintre, de voir le monde avant qu'il ne soit monde, donc d'un point de vue des femmes. Et effectivement, revisiter l'histoire en cherchant où les femmes avaient le pouvoir, c'est important. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut le revendiquer de nouveau, c'est ça. Mais pas pour une nouvelle domination femmes-hommes, mais pour un équilibre possible. Tout à fait. Oui, bonjour.
Oui, parce que c'était juste une parenthèse, même qu'on est perdu, par exemple, en Afrique subsaharienne, même en Afrique du Nord. Ça, c'est la période coloniale aussi qui a occulté la ligne matrilinéaire, le matriarcat. Et parce que le colon, il est venu avec le type de femme aliénée, qui ne connaissait rien, qui ne savait que servir le thé, qui ne sortait même pas à cause des mouches, etc. Donc, qui n'existait pas. La femme du colon était invisible dans les colonies pour les femmes. Mais en même temps, le colon avait décelé le potentiel des femmes africaines. Et il a tout fait pour les écraser et mettre l'homme à l'honneur, avec les missionnaires aussi, l'homme chef de famille, parce qu'on a eu beaucoup de missionnaires aussi au Sénégal. C'est un pays musulman, mais c'est un pays chrétien aussi, qui sont venus avec l'image de l'homme, comme je le dis toujours. Dieu est masculin, les prophètes, c'est des messieurs qui ont été aidés par des femmes pour devenir ce qu'ils sont. Et l'imam, comment elle s'appelle, cette écrivaine égyptienne, Nawal el-Saadawi, The Fall of the Iman. Nawal el-Saadi, c'est quelqu'un dont les femmes ne lisent pas ou ne relisent pas. Mais ça, c'est les temps de ma génération aussi. Et déjà, on voyait comment toutes ces images ont été aussi écrasées par les religions. Les religions ont vraiment... tous les problèmes des femmes viennent des religions. Depuis Adam, Ève, on dit qui a mangé la pomme, qui t'a fait manger. On dit la faute c'est à qui? C'est à la femme. La femme associée au diable, etc. Parce qu'on dit, oh là là, il ne faut pas prier derrière une femme parce que quand elle va se baisser, tu vas avoir la tête qui tourne. C'est-à-dire que vraiment, les religions ont diabolisé les femmes entre guillemets. Donc tout ça aussi, c'est des choses que nous sommes en train de revisiter. Et comme l'a dit Faouzia, pas aussi s'arrêter seulement à ça, mais rassembler le maximum de potentiel que nous avons et les insérer dans les dynamiques que nous avons, que nous menons en ce moment pour arriver à cette liberté totale de la femme. Et j'aurais aimé que ce sociologue, Elgas, malheureusement, je crois qu'il est parti. Elgas, il n'est pas là, parce qu'il a beaucoup sur les femmes travaillé sur cet aspect de comment les religions aussi ont vraiment écrasé les femmes. Oui, merci. Il y a quelques années, j'avais publié un livre qui a pour titre « Que vivent les femmes d'Afrique ?» et j'ai fait un tour de certaines universités pour aller présenter ce livre. Et un de mes collègues à l'université de Cape Coast m'a dit, mais de quoi vous parlez? Vous parlez de patriarcat, vous parlez de toutes ces violences qui frappent, qui détruisent, qui empêchent les femmes de respirer. Respirer parce que c'était le dernier mot de mon essai. Mais vous voyez là, nous sommes des voisins. Vous êtes de Côte d'Ivoire, moi je suis du Ghana, mais vous le savez, ce dont vous ne parlez pas assez, c'est ceci, que dans certaines cultures, que vous les connaissez, les femmes restent chez elles et elles sont comme dans des voitures. Et ce sont les hommes qui montent et qui descendent. J'ai retenu la leçon. C'est même pour cette raison-là, et là je commente un tout petit peu quelque chose que Ken Bougou l'a dit tout à l'heure, c'est pour cette raison-là que dans l'un de mes romans, qui a pour titre « Les nègres n'iront jamais au paradis », j'ai mis en scène une Nana Benz qui dit que lorsqu'un homme sort de sa maison, il y en a un autre qui est sous la fenêtre, il guette, il regarde.
Est-ce qu'il y a toujours un homme dans la maison? S'il n'y a plus d'homme dans la maison, il frappe à la porte et il rentre. Merci. Merci Tanela. Est-ce que vous voulez dire un mot de la fin, Fawzia Zouari et Ken? Un petit mot de la fin? Ou on conclut? Ken? Vous n'avez plus, vous n'avez plus rien à dire? Vous voulez pas un mot de la fin? Ça dit que nous sommes en train de prendre le pouvoir, mais après des siècles de religion, de colonisation, etc., etc., nous sommes en train de prendre le pouvoir. Mais nous avons parfois un peu de fébrilité. Il faut qu'on se débarrasse de cette fébrilité et de dire que nous sommes en train de gagner la bataille et nous n'avons pas peur. N'ayons pas peur, les femmes. Nous sommes en train de gagner la bataille et c'est acquis. Les hommes, au Sénégal, tendez le micro à une femme dans la rue qui vend des cacahuètes. Madame, alors, et vos cacahuètes, ça va? Oui, oui. Ah, vous avez une activité générale? Oui, oui. C'est pour aider mon mari et les enfants. Donc, les hommes et les enfants, on les met dans le même paquet. On les considère tous comme nos enfants et on s'en occupe comme des enfants. Donc, les hommes, oh là là, ils vont m'en vouloir, là. J'ai vu des têtes, là. Mais c'est les enfants.